Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour évoquer le thème de la nature, réfléchir ensemble au thème de la nature, un cours que nous avions commencé avant le confinement et je vous propose de mener à son terme. Alors il y aura 3 parties dans ce cours, 2 vidéos pour chaque partie. Et si je compte bien, ça doit faire quelque chose comme 6 vidéos. Du concept de nature en reparlant un peu d'Aristote, dont voici ici datant de l'époque romaine. Alors, j'avais pas tout à fait terminé en cours de présenter le concept de nature tel qu'Aristote l'explique. Et pour mener à bien cette explication, je voudrais prendre un exemple très simple de ce qui semble être un faux problème en philosophie et qui est en fait un véritable problème. L'œuf et la poule. Quel est le premier de l'œuf et la poule? Alors évidemment, dit comme ça, ce problème prête un peu à sourire. Ça semble vraiment être l'archétype de la fausse question. Alors en réalité, c'est pas une question sans intérêt, mais en fait, il faut se replacer dans le contexte aristotélicien, le contexte de la philosophie d'Aristote, si vous préférez, pour comprendre ce problème. En fait, la question de savoir quel est le premier, quel est le plus essentiel des deux entre l'œuf et la poule, c'est clair si on prend en compte la distinction entre cause matérielle et cause finale. Et justement, c'est cette distinction qui va permettre de comprendre un peu mieux le concept de nature, tel qu'Aristote l'explicite. Et encore une fois, je vous l'avais dit en cours plusieurs fois, l'intérêt de la thèse d'Aristote sur la nature, c'est qu'en fait, elle est très intuitive. C'est simplement l'approfondissement de la compréhension intuitive que nous pouvons avoir de la nature avant la révolution scientifique, avant l'avènement d'une véritable science de la nature. Alors, cause matérielle et cause finale. Reprenez l'exemple du menuisier que j'avais pris en cours, vous vous souvenez, pour expliquer la différence entre art et nature, c'est-à-dire les choses produites par l'homme et les choses produites naturellement. Alors, le menuisier qui fabrique sa table, d'un côté, il emploie certains matériaux, donc voilà, des différentes planches de bois, des outils, etc. Et ça, c'est ce qui s'appelle la cause matérielle. C'est-à-dire que les planches de bois sont bien la cause de la table au sens où elles fournissent la matière de la table. Mais ces causes matérielles ne suffisent pas à expliquer la formation de la table, c'est-à-dire plus des causes matérielles, il faut aussi envisager que le menuisier a en tête a le plan de la table. Et ça, c'est ce qui s'appelle la cause finale, ou encore Aristote dit parfois aussi la cause formelle. C'est pas exactement le même concept, mais bon, ici on peut rapprocher les deux. La cause formelle ou la cause finale, c'est en fait la forme de la table qui est présente à l'esprit du menuisier et qui fait que le menuisier va assembler les planches d'une façon particulière. Bon. Donc en fait, quand on veut expliquer la formation d'une table, il faut prendre en compte bien sûr les causes matérielles, mais également les causes finales ou formelles. C'est-à-dire qu'en fait, l'explication par les causes matérielles n'est pas suffisante. Bien sûr, il faut envisager quelles sont les matières qui sont retenues, qui sont mises en œuvre, mais en fait, cela ne suffit pas à expliquer la formation de la table. Eh bien, dit Aristote, avec les êtres vivants, avec les êtres naturels, c'est la même chose, c'est-à-dire que il y a également des forces matérielles qui sont mises en jeu dans la croissance d'un individu, mais ces forces matérielles par elles seules ne peuvent pas expliquer la forme que va prendre un individu, hein. Et par conséquent, il faut énumérer bien sûr les causes matérielles, mais aussi les causes finales, c'est-à-dire en fait le projet, la forme, la définition de l'objet, plutôt de l'être vivant, hein, de l'animal ou de la plante en question. C'est-à-dire que si on envisage que le marron est à lui seul la cause du marronnier, il y a là quelque chose qui est abstrait, c'est-à-dire qu'on envisage uniquement la cause matérielle, sans envisager, d'ailleurs bon, on voit bien que la cause matérielle par elle seule, bon, on n'explique pas grand-chose, comment le marron pourrait être la cause du marronnier, si l'on ne prenait en compte également une cause finale, qui cette fois serait donc à l'intérieur du marron, et qui serait en quelque sorte le projet du marronnier adulte, hein, qui existe virtuellement à l'intérieur du germe. C'est pour cela, je vous l'avais dit, que le germe
marronnier, c'est-à-dire le marron, ne donnera jamais un chêne, ne donnera jamais un frêne, ne donnera jamais, enfin bon, vous voyez, on peut continuer longtemps, hein. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'enfant et l'adulte, entre le germe et l'être achevé, euh, l'enfant n'est pas la cause de l'adulte. Enfin, au sens où c'est plutôt l'adulte qui est la cause de l'enfant, la poule qui est la cause de l'œuf. Je veux dire par là que, en fait, l'enfant n'est enfant que parce qu'il est tension vers l'être adulte. C'est-à-dire que l'enfant n'existe pas en tant qu'un être achevé par lui-même, mais l'enfant est un projet vers l'adulte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on examine, voilà, quand on parle avec un enfant, quand on lui demande ce qu'il désire le plus ardemment, il va vous dire que ce qu'il désire le plus ardemment, c'est devenir grand. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait l'être de l'enfant, c'est le désir d'être adulte. C'est-à-dire que, en fait, l'être achevé ici, ce n'est pas l'enfant, c'est l'adulte. Et l'enfant est un acheminement vers l'adulte. L'être de l'enfant consiste à tendre vers l'âge adulte. C'est-à-dire qu'en fait, l'essence de l'enfance, c'est la finalité, hein. La finalité ici, à savoir le but de l'existence de l'enfant. Une chose naturelle, par conséquent, oui, pardon, je reviens sur l'œuf et la poule. Vous comprenez, en fait, du point des causes finales, eh bien c'est la poule qui est la cause de l'œuf. C'est-à-dire que c'est bien le projet de l'être achevé qui est l'explication de cette étape intermédiaire provisoire qu'est l'œuf, hein, ou l'enfant. Voilà. Autrement dit, finalement, l'essence d'une chose, c'est son état achevé, c'est sa finalité, hein. C'est ce qu'écrit Aristote. Et donc une chose naturelle, c'est une chose qui a en elle-même la cause de son propre mouvement, une chose qui a en elle-même sa finalité, hein. Autrement dit, je crois que j'avais utilisé cette formule qui est un petit peu raccourcie en cours, pour vous dire que finalement la nature c'est ce qui pousse tout seul. Enfin, une chose naturelle c'est une chose qui pousse toute seule, c'est-à-dire qui a en elle-même sa propre finalité, sa cause finale, hein. Une table n'est pas une chose naturelle parce que sa cause essentielle, sa cause finale n'est pas en elle, elle est dans l'esprit du menuisier. Et en revanche, un marronnier, c'est une chose naturelle parce que sa cause véritable, sa cause finale, elle est dans le marronnier elle-même et non pas dans la tête d'un artisan qui l'aurait produit, hein. Alors, du coup, euh, oui, la chose naturelle a un comportement ineffaçable, un comportement qui est toujours le même, puisque ce qu'il a défini, c'est que son essence est, comment dire, oui, intégrée, enfin sa finalité, son comportement est intégré à son être et on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le modifier, c'est ça une chose naturelle. Alors, je vais vous donner un exemple, pardon, euh, qui me semble très clair à mon sens, c'est la distinction que faisaient les anciens, et je veux dire par là Aristote avant tout, entre le mouvement naturel et le mouvement violent. Alors, c'est une distinction qui est très instructive et qui dit bien ce que c'est que la nature d'un point de vue intuitif. Un mouvement naturel, c'est le mouvement qui va se produire si je laisse tomber cet objet. Bon, voilà, il va tomber vers le bas, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans sa nature, les corps lourds ont une tendance à rejoindre le centre de la Terre. Ça, c'est le mouvement naturel. Je peux essayer de contrarier ce mouvement. Par exemple, si je lance cet objet et j'en fais un projectile, c'est-à-dire si je le lance vers le haut, effectivement, je vais contrarier la tendance naturelle de ce corps à tomber vers le bas. Mais en fait, cela ne pourra pas être bien durable. C'est-à-dire que, alors, c'est ce qu'Aristote appelle un mouvement violent, c'est-à-dire un mouvement contraire à la nature, hein. Et en fait, le mouvement contraire à la nature, le mouvement violent, du point de vue d'Aristote, ne peut pas être durable. C'est-à-dire que, aussi fort que l'on soit, on peut toujours s'amuser à lancer en l'air une pierre, elle finira toujours par retomber. Et finalement, cette expérience, il a fallu quand même 24 siècles, peut-être, pour qu'on en donne l'expérience contraire. Donc c'est quand même une observation tout à fait, enfin, qui semble quand même très, très indéniable, hein. Un corps
un corps lourd, si l'on essaye de contrarier sa tendance vers le centre de la Terre, eh bien, la nature finira tout de même par l'emporter, c'est-à-dire que le mouvement naturel va surmonter le mouvement violent. Le mouvement de chute vers le centre de la Terre va finir forcément par surmonter le mouvement ascendant qu'on aura imprimé à la pierre en la lançant en l'air. Voilà. De ce point de vue, on peut dire que voilà, le monde se divise entre choses naturelles et choses non naturelles, entre mouvements naturels et mouvements violents. Et c'est pour cela que je vous ai mis dans les notes que en fait, le concept de nature, tel qu'il est développé par Aristote et tel qu'il est en fait assez intuitif, c'est un concept exclusif qui trace une bipartition. Il y a d'un côté les choses de la nature, celles qui poussent toutes seules, et puis de l'autre côté les choses artificielles, celles dont la cause finale est du côté de l'homme, appartient au monde humain. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, vous voyez, le concept antique de la nature propose une forme de sagesse, c'est-à-dire que la sagesse consiste à suivre la nature, les usages qui sont déjà, les finalités qui sont déjà incluses dans les choses. Le monde est bien fait, l'homme est à sa place, il y a une finalité pour chaque chose à sa place, hein. L'homme aussi à sa place, et donc la sagesse consiste à suivre notre place dans ce monde, à suivre notre nature, hein, et à ne pas se rebeller contre elle. Si l'on étudie un tout petit peu les représentations mythologiques des Grecs, on se rend compte que la faute majeure pour les Grecs, c'est l'hubris, c'est-à-dire, c'est ce que les Grecs appellent, de ce nom, l'hubris, l'excès, hein, en traduction, c'est-à-dire en fait le fait de vouloir sortir de sa place, sortir de son rôle, hein. L'homme se condamne lorsqu'il essaye de sortir de sa place, c'est-à-dire de ne plus suivre la nature. C'est cela que fondamentalement les Grecs ont pu s'amuser à faire à inventer des machines, mais ils n'ont jamais eu l'intention de développer des machines comme l'éolipile dont je parlais l'autre jour, l'éolipile, cette espèce d'ancêtre bizarre de la machine à vapeur, hein, parce que cette idée leur semble complètement contre-intuitive. Enfin, le cours du monde, c'est de suivre l'ordre de la nature, pas de le troubler en inventant des machines à vapeur. Voilà. Euh, alors, évidemment, toutes ces représentations qui sont très intuitives vont être bouleversées par un événement majeur, c'est la révolution scientifique. Alors, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Nous allons faire un bond dans le temps, un saut dans le temps, et envisager comment cette conception intuitive de la nature va être bouleversée par la découverte, ou l'invention plutôt, des sciences modernes à partir du XVIIe siècle. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.